Bonjour Manuel, comment vas-tu? Bonjour Patrick, tout va bien et toi? Eh ben super bien, un peu chaud mais tout va bien. Alors aujourd'hui, eh bien on va voir Aave et donc peux-tu me dire un petit peu ce que c'est? Est-ce que c'est une blockchain? Alors, Aave, c'est un projet qui, pour moi, est un des projets les plus intéressants dans le monde de la crypto à l'heure actuelle. Et donc, tu vois, pour une fois, on va parler d'un projet, bon, même si on avait déjà parlé des stablecoins, pour une fois, on va parler d'un projet qui n'est pas une blockchain. Aave, c'est en fait un projet qui est un service. C'est un service, on appelle ça dans le monde de la finance décentralisée. Et en fait, c'est un service équivalent à une banque. C'est-à-dire que Aave, c'est tu arrives sur la plateforme, tu te retrouves devant une interface où tu as la possibilité de faire des dépôts et tu as la possibilité de faire des emprunts. Et exactement, même principe qu'une banque, c'est-à-dire que lorsque tu fais un dépôt, tu as la possibilité de recevoir un taux d'intérêt parce que tu es rémunéré sur tes dépôts. Et lorsque tu fais un emprunt, chose inverse, tu dois payer un taux d'intérêt. Donc exactement comme une banque et avec un fonctionnement qui jusqu'à aujourd'hui fonctionne parfaitement bien. Ce qui est intéressant également, c'est que donc tu as une appli sur téléphone, tu as un site web qui est celui de Aave que je te montrerai tout à l'heure. En fait, c'est basé sur intégralement des smart contracts. Alors tu vois, les smart contracts, on en a déjà discuté, ce sont ces programmes informatiques qui fonctionnent directement sur des blockchains. Donc Aave, c'est un ensemble de smart contracts, des programmes informatiques qui fonctionnent sur une blockchain. Alors, Aave fonctionne sur de multiples blockchains, même s'ils font, je crois, à peu près 90% de leur chiffre d'affaires directement sur la blockchain Ethereum. Et là aussi, c'est quelque chose d'intéressant parce que ça donne, in fine, de la valeur à son sous-jacent, à la blockchain sur laquelle il va fonctionner, c'est-à-dire sur Ethereum. Et donc c'est une sorte de banque décentralisée. Comment on peut s'assurer du remboursement des prêts? Parce que si j'ai bien compris, ils prêtent de l'argent par rapport à un collatéral. Exactement. Donc, si je suis dans une banque classique et que je vais voir une banque et que je leur dis bonjour, je voudrais emprunter 100 000, 200 000, 500 000 euros, je peux le faire, mais la banque, elle va avoir mon identité. Je vais devoir fournir un collatéral. Mettons, je prends un prêt immobilier, le collatéral, ça va être ma maison et ainsi de suite. Aave, ils vont faire la même chose. C'est-à-dire, lorsque je veux aller sur la plateforme Aave et que je veux, par exemple, emprunter 10 000 dollars, eh bien, je vais devoir fournir un collatéral qui va couvrir cette somme et qui va la couvrir avec en plus une surcollatéralisation qui va dépendre de l'actif que je vais utiliser comme collatéral de 20 ou 30%, quelquefois ça peut aller jusqu'à 50% en fonction de l'actif que je choisis comme collatéral. Alors tu vas me dire, quel intérêt de dire par exemple je veux emprunter 10 000 dollars, quel intérêt d'emprunter 10 000 dollars si à côté je suis obligé de fournir 15 000 dollars comme collatéral. C'est ce que je veux dire. Donc, l'idée, c'est fondamentalement, c'est que tu vas pas fournir le même collatéral que ce que tu es en train d'emprunter. Par exemple, imagine que j'ai 15 000 dollars en Ether et que je ne veux pas dépenser ces Ethers, je veux les conserver et je veux éventuellement profiter de la hausse de l'Ethereum si un jour il y en a une, ce qu'on espère tous. Mais par contre, je voudrais par exemple pouvoir avoir là tout de suite du stablecoin, de l'équivalent dollar. Eh bien, ce que je vais faire, je vais aller sur Aave, je vais déposer mes 15 000 dollars en Ether et avec ce collatéral, je vais pouvoir emprunter du stablecoin du dollar. L'avantage fondamental, c'est que du coup, mes Ethers, ils vont continuer à s'apprécier si le marché est haussier, etc., etc. Tandis que mon emprunt en dollars, lui, il va rester constant. Et pour récupérer mes Ethers, je vais devoir évidemment rembourser mes dollars. Tout ça, ça se fait complètement automatiquement, sans la moindre intervention humaine, à travers des smart contracts. J'aimerais te montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Je vais te partager mon écran. Quand on arrive sur Aave, on a ça, donc tu vois qu'il y a une appli bien faite, très professionnelle, etc. Quand je clique ici, j'accède directement à leur interface. Donc tout simplement, l'interface de Aave, ça ressemble à ça, c'est-à-dire que d'un côté à gauche, j'ai les assets que je peux fournir comme collatéral. Donc tu vois Mhm. ici de l'Ether, de l'Uni, du DAI.
Et de l'autre côté, tu as l'ensemble des assets que je suis capable d'emprunter. Et ici, tu as les taux d'intérêt. Donc, si j'arrive sur... alors ici, on me propose les assets que j'ai sur le petit portefeuille que j'ai, mais sinon, j'ai l'ensemble de toutes ces assets-là. Donc, par exemple, si je prends de l'Ether et que je le dépose sur Aave, je vais pouvoir avoir un taux d'intérêt pour mon dépôt de 1,54%. À l'inverse, si j'emprunte de l'Ether, ici, je vais devoir payer un taux d'intérêt de 2,19%. Et ainsi de suite. Et donc, tout simplement, j'ai en fait juste besoin d'un portefeuille crypto de type MetaMask ou Ledger Wallet, etc., etc. Je me connecte sur la plateforme Aave et instantanément, j'ai la possibilité de déposer mes actifs et de toucher un taux d'intérêt dessus. J'ai la possibilité également d'emprunter des actifs, mais pour les emprunter, évidemment, il va falloir que je fournisse le collatéral. Alors, pour répondre à ta question de tout à l'heure, comment est-ce qu'on garantit les remboursements? Eh bien, la plateforme garantit évidemment que ton collatéral doit toujours être capable de couvrir les emprunts que tu as effectués. Si jamais, par exemple, j'ai déposé de l'Ether et que le cours de l'Ether diminue, comme il est en train de faire à l'heure actuelle, eh bien, la plateforme, elle peut exercer, en fait, c'est même pas la plateforme, c'est le smart contract, programme informatique automatique, peut décider que le collatéral est en train de devenir insuffisant, et dans ce cas-là, il cause une liquidation. En fait, il va vendre les Ethers que j'avais mis en collatéral. Il va les vendre sur le marché. N'importe qui va pouvoir les racheter et du coup va pouvoir couvrir la dette que j'avais. Alors moi, je vais garder l'emprunt en stablecoin que j'avais effectué. Mais mon collatéral, il aura été vendu et du coup, la couverture, elle sera assurée par quelqu'un d'autre. Voilà comment la plateforme fonctionne. Et comme je disais tout à l'heure, tu vois, c'est une plateforme qui est complètement décentralisée. C'est-à-dire, en fait, tu peux considérer que c'est une banque, mais c'est une banque qui a 0 fonds propres. Tout ce qu'elle fait, en fait, c'est de servir d'interface entre des gens qui veulent déposer des fonds et donc toucher un intérêt dessus, et des gens qui veulent faire de l'emprunt et donc qui doivent payer un intérêt. Et tout ce que fait Aave, en fait, c'est agir comme intermédiaire entre les deux. Et encore une fois, tout ça de façon complètement automatisée par le biais de smart contracts. Le site web que tu as devant les yeux ici, c'est juste en fait une petite interface très fine qui nous permet d'accéder et de se connecter directement au smart contract de Aave. Voilà comment ça marche. D'accord. Et comment sont définis les taux d'intérêt? Et c'est un taux d'intérêt annuel, hein, je présume. Oui, là, Oui, tu as oui, le taux annuel, oui. 1,54%, etc., etc. Eh bien, tout simplement comme sur n'importe quel système financier traditionnel, en fonction de l'offre et la demande. C'est-à-dire, lorsque tu as, mettons, ils vont avoir, tu sais, genre un réservoir d'Ethereum. Lorsque tu vas dire, bah, moi, je veux déposer de l'Ether, on va regarder, et donc c'est des taux d'intérêt qui sont tous variables. On va regarder, est-ce qu'il y a énormément de gens qui ont déposé de l'Ether? Si oui, bah, évidemment, le taux d'intérêt sur les dépôts, il va diminuer. Et à l'inverse, si tu as beaucoup de gens qui veulent emprunter de l'Ether, bah, le taux d'intérêt il va commencer à augmenter. Donc habituellement, il va traîner aux alentours, je sais pour les stablecoins, il va traîner aux alentours de 3-4%. Si jamais tu commences à avoir énormément de gens qui veulent emprunter, bah, ton taux d'intérêt va commencer à monter, ce qui va attirer davantage de gens pour faire des dépôts. Et de la même façon, si tu as peu de gens qui veulent emprunter, bah, ton taux d'intérêt va diminuer, jusqu'à ce que les gens retirent leurs dépôts et on retourne à l'équilibre. Donc tout Mhm. simplement, en fonction de l'offre et la demande, on est capable de maintenir des taux d'intérêt qui sont du coup intéressants. Si tu regardes là par exemple sur du DAI, qui est un des stablecoins, j'ai Mhm. quand même 2,90%. Donc 2,90% sur du dollar, sur des dépôts, c'est quand même pas négligeable, c'est quand même pas mal. Ouais. Et on parle de combien de fonds sous gestion dans Aave? À l'heure actuelle, tu as, donc si on compte tout ce qui est Ether, stablecoin, etc., tu as à peu près 14 milliards de dollars de fonds sous gestion sur la plateforme. C'est quand même pas complètement négligeable. Au plus haut, c'est-à-dire au plus haut du marché, et notamment quand on était en novembre, octobre-novembre 2025, on était quand même monté à un peu plus de 45 milliards de dollars.
Donc là, avec le marché qui s'est retourné, évidemment, ça a fait fuir un peu les gens, mais quand même, tu vois, 45 milliards de dollars et aujourd'hui un peu plus de 14. Ouais, c'est quand même beaucoup d'argent. Et ce projet, c'est un projet qui gagne de l'argent? Ouais, bah, si tu regardes l'interface ici, tu le vois immédiatement. Quand tu vas déposer tes Ethers, là, on va te proposer un taux d'intérêt aujourd'hui qui est à 1,54%. Et lorsque tu empruntes de l'Ether, tu es à 2,19. Bon, bah, la plateforme, elle va récupérer le delta sur les deux taux d'intérêt. Donc, tu vois, ici, à peu près un demi pour cent, 50 points de base sur les deux taux. Ouais. Et c'est quand même pas mal. Sur l'année 2026, ça représente quand même un revenu. On peut même parler de bénéfice, puisque le truc fonctionne tout seul par le biais de smart contracts. Je te rappelle, tu n'as même pas besoin d'avoir des serveurs, tu n'as même pas besoin d'avoir des machines pour faire tenir ça. Tout ça, ça fonctionne directement sur la blockchain Ethereum et sur éventuellement les autres blockchains. Donc ce revenu, on peut dire presque ce profit, il est quasiment net et il va alimenter le projet. Donc sur l'année 2026, si je dis pas de bêtises, on traîne aux alentours de 100-120 millions de dollars de revenus pour le projet. Et en gros, tu dois considérer que ce revenu, il double à peu près tous les ans depuis 2023. Donc tous les ans, ils doublent leur volume et ils doublent leurs revenus. Si c'était une entreprise, ce serait déjà un truc relativement monstrueux, on est d'accord? On est d'accord. Mais le truc, c'est qu'en plus, en termes de développement, un bon développeur te développe ça, je pense, en quelques mois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un investissement énorme sur ce projet. Alors il y a un peu il y a quand même du développement et du coup les gens qui sont derrière ça, ils payent des développeurs pour pouvoir continuer parce que ils continuent à travailler là-dessus, ils continuent parce que là je te présente en fait le cœur de leur projet, mais ils ont d'autres projets, ils ont d'autres services qu'ils sont en train de développer parce que bah, tu t'arrêtes pas lorsque tu as un succès, hein, tu le sais très bien quoi. Tu t'arrêtes pas, tu essaies de développer des choses additionnelles et des choses plus intéressantes, notamment, ici, tu vois le GHO sur la droite que tu peux emprunter à Mhm. 3,82%. Ça, c'est en fait un stablecoin que la plateforme Aave a elle-même créé. Et c'est un stablecoin qui notamment propose du revenu additionnel pour les gens qui le possèdent. Donc, c'est des choses intéressantes, tu vois. Donc, ils continuent à développer leur activité, ils continuent à développer des choses. Pour moi, le plus intéressant, c'est non pas tant, tu vois, l'aspect développement technique, etc. C'est le fait qu'ils réussissent à créer ce service avec zéro fonds propres au départ. Mhm. Et que, bah, encore aujourd'hui, hein, zéro fonds propres. Tout ce que tu fais, c'est juste mettre en relation des gens qui veulent faire des dépôts et des gens qui veulent faire des emprunts, tout simplement. Ouais. C'est un projet qui fait rêver tout investisseur. C'est ça. Et comment dire, le jeton Aave, c'est considéré comme une action en fait. Alors, comme tu le sais, la plupart du temps, sur les projets du monde de la crypto, le premier truc que tu fais, c'est de créer ton propre jeton, etc. Alors, le jeton Aave, donc c'est le jeton qui correspond à la plateforme Aave, il a quelques aspects qui le font ressembler un peu à une action, mais tu vois, toujours dans le monde de la DeFi, c'est toujours un peu borderline sur le fait est-ce que c'est une action ou pas. Je vais te dire pourquoi. La première chose, c'est que effectivement, déjà, il y a une notion, une sorte de dividende. C'est-à-dire que je te disais tout à l'heure que la plateforme elle tire son revenu. Alors, elle a d'autres sources de revenus, mais elle tire principalement son revenu sur les deltas entre les taux d'intérêt à l'emprunt et au dépôt. Et en fait, ce qu'elle fait, c'est que avec ce revenu, elle va notamment racheter des jetons Aave sur le marché. D'accord. Et comme tu le sais, hein, comme une entreprise qui rachète ses propres actions, bah, ça va avoir tendance à faire augmenter le cours de ton action et ainsi de suite. De la même façon, les porteurs du jeton Aave, ils vont être capables de voter sur le devenir de la plateforme. Notamment,
qu'est-ce qu'on veut autoriser comme collatéral sur la plateforme Aave, qu'est-ce qu'on veut refuser, qu'est-ce qu'on va appliquer comme delta sur les taux d'intérêt, etc. L'ensemble des actions, l'ensemble de la gouvernance de la plateforme est géré par quelque chose qu'on appelle une DAO. Donc DAO pour Decentralized Autonomous Organization, organisation autonome décentralisée, qui est en fait une sorte d'assemblée générale constante des gens qui sont les porteurs du jeton Aave. Donc tu vois, il y a Et quand même des... je te coupe, mais en droit de vote, les fondateurs ont une grosse majorité, je présume. Donc en fait, Exactement. il Tu as n'y a pas, exactement mis le, il y tu a as pas exactement réellement mis une le doigt. démocratie. Tu as exactement mis le doigt sur un des problèmes, et un problème qui existe d'ailleurs dans la majorité des protocoles DeFi, c'est que lorsque ces gestionnaires ils vont créer le projet, ils vont tranquillement se conserver 20, 30, quelquefois 50%, quelquefois même davantage des jetons, donc des droits de vote. Donc oui, il y a une démocratie, il y a un board avec tous les propriétaires de tous les jetons, mais effectivement, les gestionnaires ont un droit de vote relativement monstrueux à cause de la quantité de jetons qu'ils ont en leur possession. Et ça a d'ailleurs créé, il y a quelques mois, même une scission à l'intérieur du projet où il y a un tas de gens qui sont partis en disant écoutez, à quoi ça sert de voter sur la gouvernance puisque au final ce sont les gestionnaires du projet qui décident de tout parce qu'ils sont globalement majoritaires. Ce qu'on peut dire, c'est qu'au fur et à mesure du temps, cette possession de ces jetons-là devrait se diluer au fur et à mesure que le projet va devenir de plus en plus mature et que ces gestionnaires vont par exemple quitter le projet, parce que tu sais, on est encore sur un mode un peu start-up. Et au bout d'un moment, ces gestionnaires ils vont quitter le projet, ils vont potentiellement vendre leurs jetons. Et dans ce cas-là, tout ça, ça va être dilué et tout ça va commencer à ressembler beaucoup plus à quelque chose de décentralisé. D'accord. Et si un jour il y avait une catastrophe, genre un hack de la plateforme? Eh ben, tu fais bien d'en parler parce qu'il y a eu un gros problème il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire il y a à peu près 2-3 mois, il y a une plateforme qui n'a rien à voir avec Aave qui s'est fait hacker. Et c'était une plateforme qui créait des dérivés de l'Ethereum. Donc des jetons qui étaient censés avoir la même valeur qu'un Ether. Et cette plateforme s'est fait hacker et tu as un truc comme 250 millions de dollars qui ont été générés en Ether, en représentation d'Ether, et qui ont été utilisés directement. Le type qui a réussi à faire ça, il est allé se servir directement en les mettant comme collatéral sur Aave et en faisant des emprunts. Donc gros trou dans la balance. Heureusement, Aave, ils avaient d'ores et déjà prévu le coup. Et en fait, ce qu'ils ont organisé, et tu vois, c'est quelque chose de très intelligent, ils ont organisé un mécanisme assurantiel. En gros, l'idée, c'est que les gens qui sont porteurs du jeton Aave, ils ont la possibilité de le déposer sur la plateforme dans un fonds de garantie. Ce fonds de garantie, en fait, il te propose, quand tu es propriétaire de Aave, d'ailleurs, je vais te montrer directement à quoi ça ressemble. Hop. Donc, ils ont donc un module de sécurité, s'il veut bien s'ouvrir. Hop. Un modèle de sécurité dans lequel je peux déposer le jeton natif de la plateforme qui s'appelle le Aave. D'accord. Et en fait, tu vois que si je fais ça, je fais un dépôt de Aave sur la plateforme, il m'offre un taux d'intérêt de 2,53% annuel. Okay. C'est pas mal, c'est sympathique. Et l'idée, c'est que ce module de sécurité, c'est lui qui serait mis à contribution si jamais il y a un gros problème sur la plateforme. L'idée, c'est, voilà, tu reçois tes 2,53% en fournissant le jeton natif, mais en échange, tu as le risque que si jamais il y a une catastrophe, un hack, un gros problème, une fuite, un prêt qui se retrouve sous-collatéralisé, eh bien, on puisse venir prendre une partie de tes fonds pour pouvoir combler la dette. Ils ont même un deuxième mécanisme qui, lui, est un peu plus complexe, basé sur un panier de différentes devises, qui, lui aussi, contribue à ce mécanisme de sécurité. Donc, tu vois qu'ils ont globalement prévu énormément de choses. Et d'ailleurs, le hack qui a eu lieu il y a quelques mois, la plateforme n'a même pas eu besoin
d'aller piocher dans le fonds de sécurité. Ils se sont débrouillés avec différentes plateformes en récupérant des fonds qui ont été mis à disposition entre différentes plateformes. Il y a pas mal de coopération entre ces différentes plateformes, ce qui leur a permis d'éviter d'aller piocher à l'intérieur du fonds de sécurité. Mais tu vois, il est là et il peut éventuellement servir. Et c'est vachement intéressant parce que tu vois, du coup, tu as cette garantie de sécurité additionnelle sur le fait que les gens qui utilisent cette plateforme pour leur quotidien, pour réaliser des transactions et des investissements, ils sont quand même couverts par ce fonds-là. Ah oui, c'est vraiment intéressant. Et en quoi ça pourrait intéresser les institutionnels? Eh bien, depuis quelque temps, il y a même désormais une plateforme Aave dédiée aux institutionnels. D'accord. Donc ça, c'est super intéressant. Et tu vas voir à quel point les gars, ils ont fait les choses correctement. Premièrement, alors, comme je t'ai dit tout à l'heure, en fait, sur Aave, tu ne peux pas, enfin, tu n'as même pas cette notion de te créer un compte. Tout ce que tu fais, c'est te connecter avec ton portefeuille. Et d'ailleurs, tu vois ici Olivier qui dit qu'il stake ses USDC via Ledger et Kiln sur Aave. Donc, tu vois, même parmi nos abonnés, il y a des gens qui font les choses de cette façon-là. Et du coup, tout ce que la plateforme sait sur toi, c'est l'adresse de ton portefeuille Ethereum et donc pas ton identité. Alors tu te doutes immédiatement que les institutionnels, c'est des choses qui leur conviennent pas forcément. C'est des choses qui vont potentiellement les rebuter. Donc Aave, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé une plateforme dédiée pour les institutionnels. Et dans ce cas-là, là, tu as vraiment du KYC, tu authentifies clairement ton compte, etc. Mais sinon, la plateforme est plus ou moins identique. Et les instituts, ils ont la possibilité de venir et de faire de la même façon des dépôts et des emprunts. Sauf que eux, ils sont allés un peu plus loin, puisque eux, ils ont utilisé carrément des RWA. Alors, tu te souviens, les RWA, j'en avais déjà parlé, ce sont ce qu'on appelle les Real World Assets, c'est-à-dire c'est des jetons blockchain qui représentent en fait des assets financiers du monde traditionnel. Typiquement, la plupart du temps, par exemple, des bons au trésor américain. Donc, tu prends des bons au trésor américain, tu les représentes sous la forme d'un jeton blockchain, et ensuite, tu vas te connecter sur la plateforme Aave dédiée aux instituts, tu déposes ces bons au trésor tokenisés, et ensuite, tu as la possibilité d'emprunter du stablecoin. Bon, voilà, tu vois, la boucle est bouclée. Ton instit, il a la possibilité de faire son dépôt de bons au trésor et de l'utiliser comme collatéral pour emprunter du dollar. Et c'est ça qu'il veut au final pour ensuite pouvoir aller sur les marchés, éventuellement, tu vois, prendre des positions avec effet levier, etc., etc., etc. Donc, d'ores et déjà, c'est en train d'être utilisé. Alors, j'ai pas pu retrouver les derniers chiffres du revenu qui est généré par la plateforme Instit de Aave, mais là aussi, c'est en train d'augmenter de façon relativement exceptionnelle. Et mieux que ça, ce qui est également intéressant, et ça revient à ce que disait Olivier tout à l'heure, c'est que les stablecoins qui sont prêtés aux institutionnels, ils proviennent en partie de la partie décentralisée de Aave. C'est-à-dire que d'un côté, tu as une partie décentralisée pour le grand public qui a la possibilité de déposer des fonds, de toucher des taux d'intérêt, etc., etc. De l'autre côté, la plateforme institutionnelle où les instituts s'authentifient, déposent des actifs tokenisés du monde de la finance tradie et sont capables d'emprunter ces stablecoins. Et là, tu vois, tu commences à avoir vraiment un cercle vertueux avec une intercommunication entre le monde de la finance tradie et le monde de la blockchain. Et fondamentalement, c'est pour ça que je pense que Aave, c'est un projet qui est absolument exceptionnel et l'un des projets les plus intéressants du monde de la finance décentralisée. C'était fort intéressant tout ça, vraiment j'ai appris beaucoup de choses. J'espère que ceux qui vont nous écouter de même. Et puis par contre, je ne sais pas si tu as peut-être quelque chose à ajouter sur Aave. Bah, est-ce que toi, tu as un tout petit peu de temps pour faire un peu d'analyse technique sur le jeton? Parce que là, tu vois, on a parlé de ses qualités techniques, de ses qualités financières,
Et je pense que tu es d'accord avec moi que c'est un projet super intéressant, surtout un projet dont le revenu ne cesse pas d'augmenter, avec vraiment qui attire du monde, qui attire même des institutionnels. Et la question qui se pose, c'est est-ce que ce succès se traduit, et encore une fois, hein, tu vois, 14 milliards de fonds sous gestion, c'est là non plus pas négligeable, est-ce que ce succès se traduit sur l'évolution de son cours? Est-ce que tu voudrais essayer de répondre à cette question? Alors, juste pour répondre à Olivier, sans problème, on pourra traiter Morpho une autre fois, sans souci. Alors, on va déjà regarder sur le long terme, hein, ce qui se passe. On va regarder beaucoup plus loin. Ouais, on a quand même été sur des niveaux de dingue à Ouais, 637. ouais. Alors Euh, ça, c'est évidemment, le 2021, c'était la folie du monde de la finance décentralisée. Et donc, il y avait du eu des... du coup, je vais me mettre en moi, hein, pour qu'on puisse voir mieux un yep. petit peu ce qui s'est passé en monthly. Ah ouais, il s'est passé un truc de dingue quand même. Ouais. Il y a de la Voilà. volatilité, on est sur le marché crypto. Ouais, ouais, ouais. Et donc, en fait, comme je le disais, on a été à 630 et quelques. Et en fait, bon, bah, ça a beaucoup monté au lancement du truc. Et ensuite, on est rentré dans un hiver. Donc, tu me disais 2021, 2020, 2021. Et on est rentré dans un hiver qui a duré un an. Ensuite, on s'est stabilisé jusqu'à septembre 2023, puis ça a commencé à bouger, mais voilà, avec somme toute des variations très importantes, hein, qu'on ne peut pas vraiment juger là sur du monthly là, mais en termes de, on va prendre le Metrix, hein, sur le plus bas là du 1er novembre 2023 jusqu'à, on a fait 211% quand même, hein, en l'espace de quelques mois. Donc ça a quand même pas mal swingé. Puis surtout, eh bien quand on a cassé ce plus haut là ici on va dire ici en novembre 2024, on a eu une grosse poussée de fièvre, c'est retombé, c'est reparti. Et puis là, on se rend compte qu'on est finalement pas cher par rapport à l'histoire, hein. Donc on va se remettre en graphique daily et on voit que on a touché des points bas il y a vraiment pas longtemps, hein, puisque c'était au mois de juin 2026 et que j'ai tracé moi un trend là ici qui me plairait bien d'être tracé. Voilà, en fait, je vais le mettre en blanc pour que ce soit plus lisible. En fait, pour moi, vu la configuration graphique, j'attendrai quand même la cassure de ce trend, hein, puisque alors soit on achetait sur un croisement, je vais mettre les moyennes, hein, soit on achetait ici là sur 69, mais là c'est un peu trop tard, on l'a pas fait. Et là, bah, on conserve, hein, et puis on attend la cassure. Mais si on ne l'a pas fait, vu qu'on est en retard sur l'achat, hein, sur moyenne de 12 là, moi j'attendrai la cassure de ce trend, hein, qui se situe, on va dire, sur du 104, hein, 104, 105 dollars. Moi, j'attendrais ça plutôt que d'acheter là, puis de voir mon achat se heurter au trend sans avoir même la certitude qu'on aille le toucher et puis que ça se redégonfle. Donc, le mieux, c'est d'attendre un peu, d'avoir un peu la patience d'attendre la cassure de ce trend. J'aimerais bien regarder Ichimoku aussi. Ça corrobore en fait, hein. Sur Ichimoku, on est en train de casser le Kumo. Alors moi, ce que je ferais, vu que Ichimoku là est en passe d'être, enfin le Kumo, hein, le nuage de Ichimoku est en passe d'être cassé, car vous savez, hein, moi je ne sur Ichimoku, je ne regarde que le Kumo. Et donc si on passe au-dessus du Kumo, hein, si on a une bougie qui se détache du Kumo avec la moyenne de 12 qui est acheteuse, eh bien, je pense qu'on cassera ce trend. Et si on avait les trois, ben, ça serait magnifique. Et donc, ce que je préconiserais, moi, c'est d'attendre, pourquoi pas une sortie du Kumo, faire un premier petit achat. Puis si on casse ce trend, pourquoi pas faire un deuxième achat beaucoup plus puissant. On va aller regarder Kagi, qui doit être acheteur, a priori. Même pas.
Donc, en fait, on doit surveiller aussi Kagi. Si Kagi passe acheteur, peut-être avant qu'on casse le Kumo, pourquoi pas acheter sur Kagi d'abord. Mais voilà, en fait, on a trois achats à faire sur Kagi, sur la sortie du Kumo et la cassure de ce trend, puisqu'on a loupé l'achat moyenne de 12. En tout cas, graphiquement, on va se remettre en bougie. Graphiquement, on a un beau graphique, hein. Voilà, on pourrait aussi essayer de racheter au cas où eh bien, les cours se redégonflent, qu'on ait un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours à la vente, eh bien, essayer de revenir sur un achat moyenne 2 jours, 12 jours suivant, hein. Il faudrait qu'il y ait une vente. Et là, visiblement, on est plutôt sur un vent très porteur, surtout vu ce que tu m'as raconté, quoi, depuis le début de la vidéo, là, depuis ton petit exposé, on a quand même assez envie d'investir dans Ave. Le fondamental, honnêtement, le fondamental est exceptionnel. Après, comme tu as dit, il a encore des preuves à faire, très clairement, sur l'évolution de son cours. Et ça, c'est des choses qu'on répète cette semaine, hein. C'est pas parce que le fondamental est excellent que le cours va forcément exploser à la hausse. Et comme tu dis, bon, voilà, à surveiller, et notamment s'il y a cette cassure que tu as identifiée. Et j'ai une question qui a rien à voir en fait avec Aave, mais si quand même. Est-ce que d'abord c'est listé chez Binance? Ah oui, il est présent sur toutes les plateformes. Normalement, ouais. Donc c'était pour savoir. Et autre question sur Binance, qu'est-ce que tu préconises, toi, qui est spécialiste? Parce que moi, en fait, j'avais ouvert un compte chez Binance parce que voilà, je voulais me mettre au crypto, mais voilà, je suis pas du tout spécialiste dans ce domaine. Et là, aujourd'hui, tu sais que Binance est sous les feux de la rampe. Qu'est-ce qu'on fait avec nos cryptos qui sont chez Binance? Qu'est-ce qu'on fait de notre compte Binance, d'après toi? Alors déjà, je pense qu'il faut pas attendre. Je pense que les gens qui vont attendre, ils risquent d'être... alors, ils vont pas piquer les fonds, ils vont pas bloquer complètement les comptes, etc., etc. Mais par contre, je pense que au fur et à mesure que les services de Binance France vont devoir se réduire, il risque d'y avoir des blocages, il risque d'y avoir des problématiques, des délais. Vraiment, voilà, notion de délai qui pourrait aller jusqu'à quelques semaines, des choses comme ça, des délais qui feraient que les gens pourraient avoir du mal à sortir leurs fonds en temps et en heure. Mais pas de disparition, pas de choses aussi inquiétantes. Donc je pense qu'il faut se dépêcher relativement rapidement de sortir les fonds. La chose importante, c'est de sortir les fonds, de recréer un compte sur... Alors, plusieurs possibilités. Soit pour les gens qui n'ont pas envie de trader là tout de suite, qui se disent que leur portefeuille leur convient comme il est, eh bien, un Ledger Wallet, c'est très très bien. Ça assure une bonne sécurité sur le long terme. Donc, on prend les fonds, on les déplace sur le Ledger Wallet, on garde le Ledger Wallet dans un endroit sécurisé et on n'a plus de problème autour de ça. Pour les gens qui souhaitent trader, il va falloir obligatoirement avoir une plateforme qui a l'agrément MiCA. Alors, si je me souviens, sur le site de l'AMF, tu as la liste blanche des plateformes agréées MiCA. Si on veut aller au plus simple, le plus simple, c'est de prendre une plateforme française. Si on prend une plateforme française, on n'a même pas besoin de la déclarer lors des impôts sur le revenu, etc., etc. Et la plus grosse plateforme française à l'heure actuelle, c'est CoinHouse. Alors, disclaimer, je travaille avec CoinHouse, mais honnêtement, elle est agréée MiCA, elle fait bien le taf, il y a aucun souci. Après, il y a les autres plateformes qui sont agréées, type Kraken,
type Bitpanda, type etc., qui elles sont plutôt sur d'autres pays européens et qui là du coup doivent être déclarées au fisc, etc., mais qui peuvent très bien faire le taf également. Mais voilà, le conseil que je donnerais, c'est de ne pas attendre, de le faire relativement rapidement avant qu'il y ait la cohue et que ça crée des délais de traitement. C'est très intéressant ce que tu dis là, l'histoire de ne pas avoir à déclarer tes cryptos quand tu es chez un courtier français comme CoinHouse. Parce que bon, c'est vrai que c'est aussi un taf quoi, chaque année de devoir déclarer, etc. Donc ça peut alléger un petit peu la période de déclaration. Donc, bah, en tout cas, je vais moi t'écouter. On en reparlera hors vidéo et donc du coup, hein, puisque tu es chez CoinHouse, bah, j'encourage tout le monde à faire ce que je vais faire. Je vais donc passer chez CoinHouse, ne serait-ce que pour éviter des soucis fiscaux. Et puis voilà, je me posais la question. Bon, moi, j'ai plus grand-chose hein, sur Binance. Je crois qu'il doit me rester 1500 ou 1700 euros, dont énormément de cash. Donc le cash, je vais tout simplement le rapatrier hein, sur un compte courant. Et puis les cryptos, ben, je vais voir avec toi pour voir si tu peux m'assister pour ouvrir un compte chez CoinHouse. Et peut-être qu'on pourrait d'ailleurs, à cet effet, hein, réfléchir, pourquoi pas faire des liens en description pour que les gens puissent voilà, faire de même. Voilà, tu as peut-être autre chose à ajouter à ce sujet? Donc, juste pour revenir sur Aave, j'ai vu cette semaine un petit rapport qui était super intéressant d'une boîte qui s'appelle Grayscale, qui est très active dans le monde de la crypto et chez les instituts, qui disait tout simplement si Aave était une entreprise, ils évalueraient le prix de leur action aux alentours de 100 $. Alors tu vois qu'on est remonté relativement rapidement et qu'on va bientôt les atteindre. Et il disait, et à moyen terme, c'est-à-dire à l'horizon de quelques mois, il le verrait aux alentours de 175 $. Donc clairement, une grosse boîte comme Grayscale, il voit quand même Aave en super positif, en considérant, tu vois, l'activité, en considérant les services que ça rend et en considérant les revenus qui sont capables d'être tirés de la plateforme. Donc des choses à considérer et à garder en tête pour les gens qui veulent éventuellement rentrer sur le marché. D'accord, eh ben, écoute, on te remercie. Eh bien, les amis, on va stopper là donc cette vidéo. Merci de nous avoir suivis et puis à très bientôt, les amis. Portez-vous bien, soyez surtout très très prudents. À bientôt.